Bonjour Caroline Galacteros. Bonjour Florian Philippot. Alors, vous êtes géopolitologue et vous êtes présidente d'un think tank qui s'appelle Géopragma. Et on va également revenir dans cet entretien sur une chaîne YouTube que vous avez lancée cette année qui s'appelle Paix et Guerre, avec du contenu extrêmement intéressant, on en parlera. Vous êtes bien connu, je pense, des gens qui regardent cette chaîne, et même au-delà, et notamment connu pour vos analyses géopolitiques toujours très pointues, intéressantes, argumentées, et en même temps qui vous amène sur certains sujets à être un petit peu en décalage, c'est un euphémisme, avec la doxa médiatique. On parlera d'ailleurs de ce que vous pensez du débat médiatique aujourd'hui dans notre pays sur ces sujets-là. Alors, on va commencer, on va beaucoup parler, bien sûr, vous l'imaginez bien, d'Ukraine et de Russie, d'OTAN. On va parler aussi d'ailleurs de l'arrestation de Pavel Durov, hein, le PDG de Telegram, qui est dans l'actualité brûlante. Alors, on enregistre, il est en garde à vue, qui a été prolongé. D'abord, commençons par ce qui a un peu surpris tout le monde, ce qui a commencé, je crois, à peu près il y a 2 semaines, cette incursion ukrainienne sur le territoire russe, dans l'oblast de Kursk. Euh, alors, je vous ai entendu récemment évoquer dans un entretien, dans une de vos vidéos, je vous cite, hein, le mensonge criminel de certains médias et certains analystes qui parlent de contre-invasion, voilà, d'une Russie qui serait complètement défaite par cette affaire. Alors, on en est où exactement? Et malgré, qu'est-ce que cherchait, à votre avis, l'Ukraine à faire cela, ou derrière l'Ukraine, ceux qui poussent l'Ukraine, qui ont poussé l'Ukraine à cela? Et malgré tout, et j'en finirai par mes questions, vous les prendrez dans l'ordre que vous voulez, est-ce que malgré tout, cette incursion sur le territoire russe, qui est une première depuis la Seconde Guerre mondiale, ça dure un petit peu? Est-ce que c'est pas quand même un coup dur pour la Russie en termes symboliques? Parce que c'est un affaiblissement de son image, malgré tout, d'accepter qu'il y ait une incursion étrangère sur son territoire qui dure quelques semaines. On ne sait pas si ça va durer encore plus longtemps, mais en tout cas, ça s'est installé. Voilà. Ça vient d'où cette affaire et ça en est où exactement, Caroline Galacteros? Bon, alors, moi, de toute façon, je ne peux faire que des recoupements, des hypothèses et en fonction des informations qui sont données, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Pour moi, alors d'abord, l'Ukraine, non, elle ne travaille pas toute seule, elle ne peut pas faire les choses toute seule. Donc, si elle fait ce genre de choses, c'est qu'elle est autorisée à le faire, hein, et même encouragée à le faire. Est-ce que c'est une bonne chose de l'encourager à le faire pour ses mécènes et pour ses patrons et pour ceux qui activent les forces armées ukrainiennes et le pouvoir ukrainien? Je n'en suis pas certaine. C'est comme d'habitude, c'est des paris, c'est un peu qui tout double. Et la question, c'est d'ailleurs de savoir, on les a poussés à faire ça en sachant que ça ne peut être qu'une incursion sans grand lendemain. Bien sûr. D'abord parce que, il y a peu de forces qui ont été diverties pour ce genre de choses, environ 10 000 hommes, dont un certain nombre d'ailleurs d'étrangers, de conseillers, etc. Mhm. Bon, voilà. Aujourd'hui, on en est quand même à près de 6 000 personnes qui, d'après le ministère de la Défense russe, ont été mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire tués ou très très gravement blessés, rien que dans cette région, hein, depuis 3 semaines. Ouais, ouais. Ça a commencé le 6. Donc, c'est en pure perte. Alors, comme vous dites, c'est vrai que c'est mauvais pour l'image parce que voir attaquer la Russie près 2014, la Russie d'avant Maïdan, si vous voulez, donc dans ses frontières historiques, Historique. officielles, publiques, bon, c'est évidemment c'est mauvais et c'est toute l'idée, c'est-à-dire d'affaiblir l'image de Poutine et d'essayer de faire advenir ce rêve fou qui est de déstabiliser Vladimir Poutine ou de le pousser à une réponse, une représailles très forte, voire très lourde, et c'est là que ça devient criminel et extrêmement dangereux. Et ça, il faut qu'on en reparle parce que parmi les motivations de donneurs d'ordre de l'Ukraine, il y a, alors on a dit, la version officielle, c'est ça leur permet d'avoir une monnaie d'échange dans les négociations. Ça, c'est ce qu'on dit. Deuxièmement, on dit aussi ça permet de mobiliser les soldats russes qui seront donc plus dans le Donbass. Ça n'a Bon, pas marché.
Ça, c'est Ça, un exemple total. manifestement, Ça n'a pas marché. ça ne Voilà. marche pas. Donc, Voilà. Bon, l'Ukraine a donné, pardonnez-moi, je termine de ce que bien sûr, allez-y. l'Ukraine a mis sur cette opération un certain nombre de troupes parmi les meilleures qui lui restent. Et il faut savoir que l'Ukraine, elle est en plein shortage, enfin, elle a plus d'hommes, elle a très peu Mhm. d'hommes, en tout cas par rapport à la Russie, c'est sans comparaison. Voilà. Donc, elle a diverti des forces très importantes pour cette opération dont l'objectif est un peu, si vous voulez, c'est un peu le truc du désespoir et à la Mhm. fois l'espèce de coup d'éclat pour montrer à la fois à ses propres forces, à son propre peuple et à ceux qui vous donnent de l'argent et des armes qu'on est capable de faire quelque chose et de faire mal à la Russie et de gêner la Russie et d'embêter Poutine, etc., etc. Parce qu'au plan militaire, je ne pense pas que ce soit, d'ailleurs ça n'a pas été jugé par Moscou, susceptible de faire l'objet ni d'un rappel de réserve supplémentaire, ni de rien du tout. À part les gens qui s'enrôlent chaque jour pour aller défendre ces frontières qui étaient effectivement moins bien défendues que d'autres, qu'est-ce qui se passe? Poutine ne fait pas sa frappe nucléaire tactique que certains espèrent en Occident. Et ça, c'est du pur délire. Qu'est-ce qu'on veut? On a perdu complètement le nord, l'ouest et le reste, hein, je veux dire. Bon, donc il ne va pas faire ça parce que ça n'est pas jugé. Et encore une fois, on ferait bien de lire les documents officiels russes et notamment la doctrine nucléaire russe. Ce n'est pas jugé comme une menace, même d'ordre conventionnel, sur la survie de l'État ou de la nation russe. Et donc, ça ne justifie pas une frappe même minime, même un coup de semonce, le coup de semonce que beaucoup maintenant, quand même, du côté de l'OTAN, en sont à juger peut-être éventuellement souhaitable, parce que derrière, on imagine que ça isolerait la Russie de faire ça, et que ça la couperait notamment de la Chine, et ça la couperait même d'un certain nombre d'alliés très au-delà, partout. Et c'est ça l'idée. Donc, on est en train de jeter ces malheureux Ukrainiens qui sont déjà juste au bout de leur force humaine, qui sont envoyés, mais qui sont envoyés vraiment au casse-pipe pour rien, Ouais. pour Mhm. rien, juste pour soit provoquer Poutine et pouvoir justifier derrière une entrée officielle d'un certain nombre de soldats de pays de l'OTAN, pas forcément de l'Alliance elle-même, mais de troupes de pays de l'OTAN, bon, Mhm. les Lituaniens, les Polonais, pourquoi pas les Français, bon, voilà. Donc, on est en train de continuer dans la fuite en avant parce qu'en fait, militairement, c'est perdu. Mais le problème qu'on a en Occident, c'est que c'est perdu militairement, mais que comme on ne peut pas on ne peut juste pas le supporter. Donc, on essaie de trouver une manière d'expliquer que politiquement, on va y arriver quand même. Et on va faire en sorte que la Russie soit obligée de rendre gorge d'une manière ou d'une autre. C'est du pur délire. C'est-à-dire Oui, que plus ça va, plus militairement, on s'approche d'une capitulation sans condition. Ça va très mal se terminer. Ça va très très mal se terminer chaque jour qui passe. Voilà. alors ça, je vais juste revenir là-dessus, parce que vous dites beaucoup de choses, c'est très intéressant. Donc, l'idée que ça serait un moyen de négocier, d'avoir quelque chose en contrepartie, vous n'y croyez pas trop. Ça n'a pas beaucoup de sens, Et puisque c'est ça, pas jugé stratégique par la Russie, ce qui se passe là. mais Euh, un, c'est pas jugé stratégique. Deux, c'est certainement pas en multipliant les attaques jugées terroristes officiellement par les Russes. Puisque ce sont des attaques, c'est des crimes de guerre, c'est-à-dire c'est des attaques sur des cibles civiles, sur des immeubles d'habitation. Là, ça vient de se reproduire dans la région de Saratov, etc. C'est-à-dire les Ukrainiens tapent maintenant clairement, et depuis longtemps d'ailleurs, à vrai dire, les populations civiles russes pour essayer de les terroriser. Bon, donc, c'est pas ça qui poussera à la négociation, ça c'est c'est pas sûr. ça qui va pousser à la négo. C'est Et sûr. c'est pas non plus de taper sur les centrales nucléaires, comme ça a été aussi l'un des objectifs de l'incursion dans la région de Koursk, et comme c'est toujours le cas depuis plus de 2 ans sur Zaporozhye. C'est-à-dire créer un incident nucléaire au cœur de l'Europe pour ben voilà, avoir une espèce de montée en gamme, soit qui pousse la Russie à réagir très brutalement, soit qui pousse les
Européens à juger le désespoir ukrainien digne d'un engagement militaire décisif de leur part. Parce qu'en fait, l'Ukraine toute seule ne peut rien. C'est clair, c'est net, c'est mathématique, c'est indépassable. C'est bon, voilà. Ça, Il c'est n'y a clair que depuis, nous, ça, c'est, il y a que nous pour ne pas le comprendre ou pour faire semblant de ne pas le comprendre. ça, c'est clair depuis le début. Alors ça, c'est très important parce que vous l'avez dit plusieurs fois, mais euh, un des buts, vous pensez, de l'opération a été de pousser la Russie à la faute, et Ah, notamment à la faute nucléaire. Donc bien on sûr, en est là. oui, Mais on en si est là. cette faute ne vient pas, ce qui permettrait effectivement de condamner internationalement la Russie, éventuellement de la séparer de la Chine, etc. Quoique j'ai vu que la Chine ce matin était loin de ça, puisqu'elle avait attaqué les États-Unis sur les sanctions contre les entreprises chinoises qui travaillent avec la Russie. Bref, donc on en est loin. Mais ce serait quand même l'objectif. Mais la Russie semble pas tomber dans le panneau. Non. Et vous avez évoqué dans vos vidéos, je vous ai entendu, l'idée de possible, si ça marche pas, on va le faire nous-mêmes. Opération sous faux drapeau. Ça, vous pensez que c'est réellement une possibilité? Je pense, vous savez, Je- alors, d'abord, au plan militaire, tout est toujours étudié, si vous voulez. Mm. Ça marche comme ça. On planifie tout. Il y a tous les scénarios. Alors, ça ne veut pas dire que on planifie généralement ce qui arrive, parce que ce qui arrive, c'est toujours le truc auquel on n'a pas pensé, qu'on n'a pas, bon, bien sûr. Mais quand même, il y a cette idée d'avoir une gamme, un spectre, si vous voulez, de possibilités. Bon. Donc, il faut savoir quand même que l'Ukraine a derrière elle, notamment les Anglais, j'allais dire presque plus que les Américains. Oui, c'est ce que vous dites, ça, que les Anglais ont poussé plus que le Washington à Ah cette oui, opération et à la oui. guerre en général. Et à la guerre en général, et depuis longtemps, mais ça, Mhm. c'est même depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, ils sont quand même depuis des décennies derrière tout un tas de cellules dormantes qui ont opéré pendant la guerre froide, qui étaient là, qui attendaient et qui ont été réveillées au début des années 2010, notamment en Ukraine. Puisque l'Ukraine, c'est un endroit géographiquement stratégique du point de vue américain et du point de vue britannique face à la Russie. Brzezinski le disait très bien. Hein, sans l'Ukraine, il n'y a Le grand plus de défi, Russie. oui. Mais oui, la Russie, c'est vraiment, c'est fondamental. Voilà. Donc, on est allé vraiment attaquer, provoquer depuis déjà très longtemps la Russie sur cet endroit. Faut quand même, faut juste le reconnaître. C'est Donc, vrai qu'en 2022, c'était en avril, c'était Boris Johnson qui avait empêché la négociation, la première négociation. bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de paix, il ne faut pas qu'il y ait d'apaisement, il ne faut pas qu'il y ait de lien entre l'Europe et la Russie, il ne faut pas qu'il y ait une dépendance économique ou gazière ou énergétique. Bon, bah, ça c'est clair, hein, on a eu, voilà, ça a été fait. On va reparler un petit peu de Nord Stream tout à l'heure. Voilà. Donc on est d'une certaine manière dans une cohérence à l'Ouest. Elle est folle, elle est délirante et elle ne, à mon avis, elle ne sert pas du tout les intérêts occidentaux véritables des peuples et de la sécurité occidentale et de la sécurité européenne, mais elle sert d'autres intérêts, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient évidemment financiers. Elle sert un système militaro-industriel américain qui est très lié, bien sûr, à la classe politique américaine. Elle sert tout un tas d'autres choses. Mais certainement pas le fait d'avoir la paix. C'est pas compliqué d'avoir la paix. C'était encore possible tant qu'on n'avait pas touché à l'Ukraine. C'est devenu difficile à partir de 2004-2005, de la première révolution orange. Voilà. Tout à fait. Les Et ça Européens. sert probablement, très certainement pas les intérêts de la France, en tout cas Ah, du peuple français. évidemment non. Et s'il Évidemment. y avait cette opération dans le spectre d'action possible, hein, vous avez bien précisé, mais s'il y avait cette opération sous faux drapeau, vous pensez que la France en ferait partie? Ou ce serait une opération américano-britannique, essentiellement? Ah, je pense que les États-Unis sont quand même dans une logique de nous refiler le bébé depuis longtemps et de nous faire faire. Et de nous faire faire. Nous aussi, nous Mhm. sommes des proxys dans cette affaire. Il faut qu'on le Bien comprenne. sûr. On a Mhm. l'air de trouver ça normal, de l'admettre, de trouver ça même formidable d'être les proxys américains. Bon. Mais c'est un fait. C'est-à-dire, il y a une manière de mettre les Européens en situation de devoir agir. Bon, que ce soit via l'OTAN, via l'UE, via voilà, on continue à faire en sorte qu'il y ait un problème qui est de plus en plus européen. Ah, On a ah, vu quand Orban, effectivement, a voulu faire sa tournée pour la paix là, au début de la présidence hongroise en juillet, Ursula von der Leyen
et Charles Michel, d'ailleurs, le fustigeait en parlant de la tentation de l'apaisement. Le mot était quand même assez significatif. Ah non, mais on est c'est schizophrénique, c'est-à-dire l'Europe qui a été faite pour la paix, Mmh. hein, quand même, parce que bon, elle a été faite, ok, pour les États-Unis, très bien, bon, tout ça on le En tout cas, on sait. nous a dit que c'était la paix. Mais Ouais. voilà, on nous a dit, et ça a été malgré tout le cas, y compris pendant la guerre froide. Bon, il y avait bien sûr tout un tas de conflits, mais c'était des conflits indirects. Ça ne touchait pas finalement jusqu'à la fin de l'URSS, ça ne touchait pas le sol européen lui-même au sens large. Bon, Mhm. on a eu les Balkans, etc. Après, ça a commencé, le délitement a commencé. Mais on est dans un renversement complet, c'est-à-dire on nous explique que l'apaisement, c'est mal. La paix, c'est mal. La guerre, c'est évidemment le plus juste. C'est évidemment ça qui va nous apporter, je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'on n'ose pas nous expliquer que ça va nous apporter la sécurité. On nous prépare juste désormais à un affrontement long, douloureux, qui va faire oublier ou justifier d'ailleurs l'incurie économique et financière globale du continent, sa mise, j'allais dire, sous la tutelle encore plus visible et jugée indispensable de l'économie américaine elle-même mal en point. Bien sûr. Je veux dire, donc, et on nous coupe, en fait, on nous vend comment dirais-je, indéfendable l'idée de se projeter vers le pôle de développement du monde, c'est-à-dire vers l'Eurasie, dont Mhm. nous sommes pourtant un bout géographique. Je veux dire, Mhm. c'est complètement délirant. L'idéologie a pris le pas sur toute réflexion élémentaire. Je parle même pas de la France, là, même au sens de l'UE, Mhm. sur toute réflexion élémentaire géopolitique qui ne signifie pas l'alignement, qui ne signifie pas l'allégeance, qui ne signifie pas d'aller s'en remettre à Moscou ou à Pékin ou à je ne sais qui, Bien mais sûr. juste de voir un peu le monde véritable, le monde, déjà de regarder une carte. Hein, ça serait bien de Comment regarder. vous jugez d'ailleurs, alors à ce moment-là, ce qui se passe en Allemagne en ce moment, est-ce que c'est significatif la réduction? Alors, c'est justifié par des problèmes budgétaires, hein, mais c'est quand même une réduction massive de l'aide financière à l'Ukraine, puisqu'ils vont diviser par deux dans le budget 2025, et une perspective de baisse, ont-ils précisé encore après. Est-ce que vous jugez que l'Allemagne prend un petit peu cette distance avec cette folie? Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu lié quand même? Ils ont un peu mal pris quand même le sabotage de Nord Stream qui les concerne en premier. Comment vous estimez la position allemande actuelle qui n'a pas plu, hein. On a vu des articles en France très fâchés de la réduction financière du soutien allemand à l'Ukraine. Alors, d'abord, je pense qu'en Allemagne, il faut comprendre que l'industrie allemande est en capilotade, quoi, c'est un désastre. L'exemple, totalement. Elle ne vit pas sans le gaz russe, quoi. Faut être juste, c'est le B à bas, quoi. Bon. Donc maintenant, elle a le GNL américain, elle a tout ce qu'on veut, etc. Bon, enfin, l'économie et donc la société, l'équilibre social de l'Allemagne est dans un état dramatique. Les Américains ont cherché donc à reprendre en fait l'Allemagne en main, le contrôle, parce que le lien avec cette énergie à bas coût russe, la rendait plus forte. Bon. Donc qu'est-ce qu'ils Mhm. font? Ils la reprennent sous contrôle strict, étroit, via Nord Stream. Ils la font collaborer sur fond de rivalité, mais ils la font collaborer de fait de plus en plus avec la Pologne. Mhm. Bon. Et que se passe-t-il? Les industriels allemands, eux, qui sont des gens, j'allais dire, pragmatiques, hein, eux, ils sont pas dans le j'obéis parce que j'ai pas le choix, parce qu'on me tient, parce que si, parce que ça. Ils ont juste des usines et des problèmes assez concrets, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est pour ça qu'une femme comme, je sais jamais dire son nom, Wagenknecht, Oui, j'ai le même problème que vous, mais je vois très bien de qui vous parlez. voilà, donc, qui est en fait la gauche, mais la gauche On un peu précisera en commentaire son nom, je le précise. Sarah Wagenknecht. Voilà. Oui, c'est une. On mettra son nom en commentaire après parce que ça m'est pas Trois possible. fois, ça va venir. Donc, cette femme-là, qui est une jeune encore, qui est, qui a compris probablement et qui doit être en train, à mon avis, d'avoir des soutiens qui sont très au-delà
de la gauche allemande, si vous voulez. Mhm. Elle a une vision en fait beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, d'après ce que je comprends. Mhm. Et elle commence à expliquer que, bah ouais, s'il faudrait peut-être arrêter ce délire, en fait. Ce délire qui nous pousse vers un engagement militaire de plus en plus possible, probable, et à la fin frontal, Un euh, suicide. Un un suicide. suicide contre la Russie, avec quelles armes, avec quelle armée? Enfin, il faut savoir ce que c'est que l'armée allemande, quoi. Mhm. C'est n'importe quoi, hein. Je ne dis pas que l'armée allemande, c'est n'importe quoi, mais c'est picrochelin, quoi. C'est un truc, c'est pas possible. En plus, une armée syndiquée. Bon, donc, voilà, on va pousser. Donc, elle est contre ça. Et donc, de ce point de vue-là, plus les Ukrainiens se plantent sur le terrain et plus j'allais dire, l'échec militaire global qui ne tient pas encore une fois au manque de courage ou de compétence des Ouais. soldats ukrainiens et même de certains de leurs chefs. Ça ne tient pas à ça. Ça tient à une équation, en fait, indépassable, qui C'est est, Sarah Wagenknecht. voilà, Sarah Wagenknecht. Voilà, ça me trottait pas. Voilà. Bon, Eh bien, cette idée, c'est finalement de se servir, c'est-à-dire d'arriver à reconnaître un peu que l'échec militaire ukrainien est une réalité, que c'est pas la peine d'en rajouter 12 couches parce que ça va rien changer, ça va juste rendre la situation encore plus dramatique et encore plus dangereuse, et qu'il serait temps peut-être de revenir à des fondements. Donc, si vous voulez, pour moi, la lutte politique allemande interne entre les partis allemands, entre la CDU, les libéraux, les FDP, bon, et la gauche, et la SPD, enfin, et puis elle, avec son nouveau parti, va peut-être permettre à l'Allemagne de trouver une forme de moyen ou de prétexte pour ne pas se laisser, j'allais dire, engloutir dans le engloutir, délire. voilà, engloutir dans cet aventurisme qui est voulu quand même essentiellement par Washington et Londres, et auquel nous nous prêtons avec une légèreté qui me semble folle. Voilà. Coupable. Mais il y a un premier quand même, à ce moment-là, elle commence à être entendue, puisque le gouvernement allemand va effectivement diviser par deux l'aide financière Mieux. à l'Ukraine. Donc il y a déjà un premier impact qu'on peut signaler. Euh, Oui, il y a- parce que le gouvernement allemand, pardonnez-moi, beaucoup oui, plus que chez nous, il est lié à l'industrie, parce que c'est la structure des Länder. Et oui, donc, les politiques allemands, ils ont des comptes à rendre aussi, hein. Beaucoup, beaucoup plus c'est que vrai. nous, hein. Mais Beaucoup nous, plus que c'est la ça structure. qui, c'est dire qu'ils ont encore une industrie, il faut dire. Déjà, C'est ils ont encore une une industrie, oui. différence avec la France. Voilà. Il y a un autre pays où il y a un débat, un pays qui est encore plus fondamental dans l'équation, c'est les États-Unis. Ouais. Alors, il y a un débat parce qu'il y a l'élection américaine. Bon, Kamala Harris, Donald Trump, c'est pas la même chose. Sur ce sujet-là, en tout cas, c'est assez clair. Mais même au-delà, je crois, de la campagne électorale, il y a un débat à l'intérieur de l'administration américaine. Euh, et vous pensez, alors, je ne veux pas faire de, on ne sait pas qui gagnera en novembre, on verra bien. C'est pas la même suite, c'est pas le même avenir, ça c'est à peu près certain si c'est l'un ou l'autre. Mais en tous les cas, vous pensez que les États-Unis en ce moment, qui est en train de gagner ce débat interne? Plutôt les dingues, les faucons, ou malgré tout les réalistes qui vont à un moment comprendre qu'il faut aussi arrêter un peu le délire. Ça, c'est très difficile à dire. Dans quelle mesure, même si Trump arrive à revenir, dans quelle mesure va-t-il arriver à Mhm. tenir en fait le deep state, à tenir, C'est ça. à l'empêcher d'agir? Parce que de ce côté-là, et là, dans une totale, comment dirais-je, convergence et mélange, émulsion, si vous voulez, entre l'administration démocrate actuelle et les grands mécanismes, les grandes structures, les grands courants invisibles, mais qui agissent, Puissant. très Mhm. puissants, très agissants, au sein de tous les départements, mais aussi des affaires, mais aussi du renseignement, bien sûr, mais aussi de l'économie, mais aussi des banques, enfin, voilà. Et je ne parle même pas du monde militaire en tant que tel. Euh, euh,
est-ce que tout ça, Trump va arriver à les tenir et à leur expliquer, en fait, à trouver, j'allais dire, l'alchimie, la formule de l'alchimie, c'est-à-dire, euh, vous allez pouvoir continuer, et l'économie américaine qui fonctionne par la guerre, il faut quand même pas l'oublier, fonctionne pas par la paix. La paix, c'est le discours. La réalité, c'est la guerre, c'est la déstabilisation. Donc, Permanente. euh, vous allez, ben oui, donc vous allez pouvoir, on va pouvoir continuer, on va pouvoir redorer notre blason, on va pouvoir reprendre notre hégémonie, on va pouvoir reprendre notre préséance, etc. Mais pas forcément en mettant à feu et à sang toute l'Europe. Au contraire, on va faire essentiellement du business in fine avec tout le monde. Donc pour l'instant, il faut refaire un peu la paix avec la Russie parce que de toute façon, on s'est planté, ça ne sert à rien et notre armée ne peut même pas se permettre un affrontement frontal, un affrontement direct, ni avec la Chine, ni même avec la Russie, puisque le grand, le grand paradoxe de toute cette affaire ukrainienne, c'est que nous sommes les artisans, les facilitateurs d'une remontée en puissance considérable de l'armée russe Bien et sûr. des moyens de l'État russe et de l'autonomie stratégique de l'État russe. C'est-à-dire, nous avons tellement, c'est plus la création de l'ennemi, là, c'est nous nourrissons, nous justifions, nous renforçons l'ennemi, entre guillemets, ou l'adversaire russe, nous-mêmes, par notre hostilité, par notre bellicisme, voilà. Donc, c'est dingue, mais c'est comme Et on a ça. renforcé les liens entre les BRICS, entre la Ah Chine, ben, la Russie. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de forums maintenant de coopération. Ils ont des projets communs et les BRICS sont attractifs. D'autres pays les ont rejoints et veulent les rejoindre. et bien Donc, c'est sûr. tout ça aussi. Ah non, non, mais on a accéléré considérablement la bascule du monde à notre détriment. C'est Parce que ça. tant qu'on reste collé comme une moule à son rocher à Washington, C'est à euh, notre détriment. on perd, et oui, on perd toute capacité autonome de manœuvre, de mouvement, simplement même, c'est même sans manœuvrer, juste bouger, n'est-ce pas? Bouger vis-à-vis du reste du monde. On voit ce qui se passe pour nous en Afrique, on voit ce qui se Bien sûr. passe partout, enfin, je veux dire partout, tout, effectivement, comme vous dites, les cénacles se renforcent, la structuration, l'intégration des BRICS et au-delà des BRICS, autour des BRICS, Mhm. euh, de, 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 de l'Organisation de coopération de Shanghai, de Mhm. l'Organisation du traité de sécurité collective, de l'Union économique eurasiatique, enfin tout ça, et plus les structures financières, plus tout ça est en train de se coaguler très sérieusement à partir d'une posture de refus et presque un peu de dégoût de ce que fait l'Occident. Un, il C'est veut pas exactement. que Tout à le fait. reste du monde existe. Et deux, il s'imagine qu'il va pouvoir encore nous mettre la pâtée. Ben non, c'est plus possible. Voilà. Et c'est plus possible. Je retiens le mot, l'expression que vous avez employée, la bascule du monde. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et pour l'instant, on est en train de l'organiser à notre détriment. Mais on va Et, voir si c'est inéluctable. Juste pour résumer sur les États-Unis, si Kamala Harris l'emporte, ce sera la politique de l'État profond, la guerre. ouais, Si je me trompe pas dans le résumé, hein, de ce que vous ouais, dites. Si c'est Trump, c'est pas gagné non plus parce qu'il va falloir que, au moins, il y aura une intention de paix, surtout qu'il a le soutien de Kennedy Jr., ce qui est ouais. intéressant, très intéressant de ce point de vue-là. Mais ce sera une lutte permanente. Ce sera une lutte permanente. Ce sera une lutte permanente et je pense que tout ce qui se passe en Ukraine et tout ce qui est décidé, et tout ce qui est envisagé, même les scénarios les plus délirants, les options les plus délirantes sont aussi, il y a une espèce d'excitation, si vous voulez, un peu de la fin des haricots, quoi, où on se dit, c'est le moment de lui coller des patates chaudes ou des pavés brûlants sous ses pieds, parce que si jamais il revient au pouvoir, faut qu'il soit coincé d'une certaine Mais manière, c'est ça. y On compris. accélère on accélère avant la présidentielle. Voilà. Donc, et ça, c'est ça, bah, quand on voit l'été qu'on a eu, voilà, Oui, ça bien se voit sûr. clairement. Et la France là-dedans, euh, qui suit Ouais, complètement, hein, on le voit bien avec Macron, c'est évident, complètement collé à l'Union européenne. D'ailleurs, Macron emmène Ursula von der Leyen dès qu'il fait un voyage maintenant, ou dès qu'il reçoit quelqu'un et Ursula est là. On se souvient de Xi Jinping il n'y a pas très longtemps, Ursula qui était à l'Élysée, quand il est allé là-bas aussi. Pareil.
Alors qu'on pourrait imaginer, de par sa position outre-mer, par exemple, je rappelle que la première frontière terrestre de la France, c'est le Brésil, qui est dans les BRICS. Euh, on pourrait imaginer que cette bascule du monde, elle pourrait au contraire en tirer profit si elle avait une posture d'ouverture et de dialogue. Elle serait peut-être justement un des pays les mieux placés pour cela. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Ah, mais, pour nous, cette bascule du monde pourrait être une chance, ah, mais moi, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue, mais il faut complètement changer de posture. complètement. Il faut redécouvrir l'idée de ce que c'est qu'un pays souverain, un peu, voilà, ou au moins, si on ne veut pas parler de souveraineté, au moins de singularité assumée. Voilà. Mhm. C'est-à-dire de comprendre que nous avons encore, plus pour très longtemps, quelques atouts, et qu'au lieu de les brader contre on ne sait pas quoi, parce que moi, Pour vous, c'est quoi nos atouts principaux aujourd'hui? nos atouts principaux, d'abord, on est une puissance nucléaire. Mhm. Ensuite, on a toujours notre siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Pour On a combien de temps? toujours le deuxième domaine maritime au monde. On a toujours, en dépit du désamour que nous inspirons aujourd'hui et vraiment de l'écœurement que nous inspirons en Afrique, il y a toujours, à mon avis, et moi, tous les gens avec lesquels je peux parler, y compris là-bas, sur ce continent, etc., le disent, il y a toujours un besoin, une envie de retrouver, de rétablir quelque chose avec la France, mais il faut en changer les bases totalement. En Afrique, vous voulez dire? En Afrique, oui, oui, je parle de Oui. l'Afrique. Nous pouvons avoir sur la sécurité en Europe, mais le problème, c'est qu'on gâche toutes les occasions systématiquement, méthodiquement. Mais on ne les prend pas, voire carrément, on les tourne de manière négative. Nous devrions être à la manœuvre depuis le début, mais on peut encore le faire, sur la paix sur le continent européen. Toute la sécurité européenne est en morceaux, à l'initiative non pas russe, mais américaine, depuis des années. Donc, il faut tout reprendre. Et ça, bien sûr, on n'est pas les États-Unis, et on sait très bien que c'est avec Washington que Moscou veut discuter, c'est pas avec Paris. Bon, mais il est évident que la France pourrait, en Europe, avoir un rôle considérable qui lui permettrait de renforcer ses positions relatives, ne serait-ce que vis-à-vis de l'Allemagne, ne serait-ce que vis-à-vis de la Pologne, ne serait-ce que vis-à-vis de l'Italie, qui est infiniment plus pragmatique que nous, à tous les plans et dans tous les domaines et partout dans le monde. Donc, pourquoi pourquoi est-ce qu'on a ce goût, cette envie tellement forte de nous dissoudre? C'est absolument délirant, ce goût de la dissolution, quoi. Ça, tous les sens du terme. Mais est-ce que, est-ce que vous pensez que le peuple français a ses réserves suffisantes pour exprimer cette envie de singularité ou de souveraineté, de changer de voie? Est-ce Oui, mais qu'il a ses réserves? moi, j'en suis convaincue. Il faut juste qu'on arrête de lui expliquer qu'il est petit, faible, Voilà. rien, et qu'il ne peut rien, et que c'est comme ça, et qu'en plus, c'est le progrès, n'est-ce pas? C'est déjà pas mal de le penser, parce que sinon, ce serait foutu complètement. Ah non, Si, non, non, mais moi, je pense que rien n'est foutu, rien n'est foutu. Mais il faut oser, mais oser massivement, quoi. Il faut se désinhiber complètement. Il faut arrêter de tout inverser, c'est-à-dire de vendre la suggestion comme de la liberté, de Mhm. vendre. Enfin, tout est inversé, tout est inversé. C'est pire que c'est Orwell, quoi. On vit dans Orwell. Et c'est C'est le cas ça. sur la communication, c'est le cas sur la liberté d'expression, c'est le cas sur tout. C'est délirant. Ben, il y C'est a un sujet d'ailleurs, liberté d'expression, où la France probablement a de nouveau envoyé une image pas terrible au monde. C'est même le monde a dit que c'est une première mondiale, hein, et ça l'est. C'est l'arrestation dès qu'il a mis le pied en France au Bourget de Pavel Durov, donc le fondateur et PDG du réseau Telegram, qui a presque 1 milliard d'utilisateurs sur Terre. Euh, alors Pavel Durov, il a 3 nationalités. Il est russe, émirati, français. Français, on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être que vous le savez, c'est non. assez récent, mais bon, voilà, j'ai pas vu d'explication très convaincante là-dessus. C'est un peu une bizarrerie. En tous les cas, est-ce que vous pensez, alors qu'est-ce que vous pensez sur le fond vis-à-vis de la liberté d'expression de cette affaire, mais deux, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'attaques récemment, hein, les attaques de Thierry Breton contre X, enfin, il y a tout un contexte. Et deux, est-ce que vous liez ça au contexte ukrainien, parce qu'on parle de Telegram, parce qu'on parle d'un Russe, parce qu'on parle
du réseau sur lequel les militaires russes s'échangent des infos aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a une connexion à faire avec le conflit? Je pense qu'elle est assez directe, hein. Mhm. Je pense qu'elle est assez directe. Alors, le contexte, c'est effectivement un verrouillage, en fait, de tout ce qui échappe euh, au système de diffusion de la vérité. Bon, C'est ça. voilà. Donc, il y a la vérité, vous êtes prié d'avaler, hein, et de ne pas recracher, surtout, vous avalez, c'est bon, voilà. Donc, on ment toute la journée, ok? Et tout ce développement des médias alternatifs, des canaux, tout ça devient très compliqué à contrôler, effectivement, surtout avec un Musk qui rachète Twitter en perdant un fric fou et qui décide de prendre le mort aux dents, qui a pris le mort aux dents littéralement et qui dit, bah écoutez, maintenant, voilà, donc moi je me laisse pas faire. Bon. Alors, oui, il y a un Thierry Breton qui ose, enfin, qui ne se rend. Moi, ce qui me frappe, c'est tous ces gens n'ont pas peur du ridicule, quoi. C'est tellement énorme que Thierry Breton vienne expliquer à Elon Musk, l'Américain, qui a Twitter, que c'est en fait, pouvoir parler politique sur Twitter, pouvoir parler de, mais quelle horreur, du diable en personne après Vladimir Poutine, c'est-à-dire Donald Trump, le diable numéro 2. Ça, c'est inconcevable, c'est une entorse à la liberté d'expression et c'est de l'ordre des fake news. Mais je veux dire, Oui, c'est littéralement ce qu'il a dit dans sa lettre, effectivement. oui, on n'est pas encore assez décérébré pour avaler ça, quoi. C'est pas encore possible. Là. Il y a encore une petite couche de bon sens. Bon. Donc, après, ce que vous avez dit est très juste, à mon avis, c'est-à-dire qu'il y a une dimension militaire et clairement, voilà, c'est-à-dire, en fait, on demande, à mon avis, hein, je n'en sais rien, mais à mon avis, ce qu'on est en train d'obtenir ou d'essayer d'obtenir d'un Dourov, c'est les clés de cryptage, parce que la modération, elle existait déjà, Oui. premièrement. Deuxièmement, il y a plein de canaux Telegram qui ont été supprimés depuis le début de la guerre en Ukraine, mais alors plein, moi je peux vous le Enfin, dire, je les regarde, donc il y en il y a a une plein. journée où vous aviez une trentaine de canaux francophones qui avaient disparu. Voilà. Donc, en fait, le terme modération, ce qu'on dit on accuse Telegram de ne pas modérer assez. En fait, modération, c'est pour parler de la censure, en fait. Bien C'est la sûr. modération, en fait, c'est la censure maintenant. Bon, donc il faudrait censurer. Ça, c'est ce qu'on appelle modérer correctement, n'est-ce pas? Bon, donc c'est là aussi, on est dans l'inversion. Mais ce qu'on reproche, à mon avis, ou ce qu'on a du mal à contrôler et voilà, ce qu'on veut contrôler. Et pour ça, effectivement, il faut que Telegram se couche et donne les accès et permette ce qu'on appelle les backdoors, c'est-à-dire la capacité des services, notamment de renseignement, de pouvoir entrer sur les fils Telegram. Ce qu'on reproche, bah, c'est que dans le cadre du conflit ukrainien, il y a énormément de communication. Et en fait, il y a tout un pan de la Mhm. communication militaire russe Oui. ordinaire, c'est-à-dire voilà, le renseignement partagé, les images, les footages, comme on dit, les petits films, parfois les coordonnées de certaines cibles. Enfin, il y a plein de trucs qui sont sur Telegram. Et il y Mhm. a plein de militaires, en fait, qui communiquent. Et je ne parle même pas, tout bêtement, de l'état-major russe qui donne, par exemple, tous les jours, et c'est accessible à tout le monde, et dans plein de langues, bah, les chiffres. Les chiffres. Alors, bon, vous me direz, ils ne donnent pas les leurs, on est d'accord. Mais ils donnent les chiffres de ce qu'ils ont soi-disant détruit du côté ukrainien. Bon, tout ça, c'est à la fois insupportable parce que ça dit-il Oui, bien sûr. d'une réalité qu'on veut masquer, qu'on veut rendre complètement invisible. Là, c'est quand même délirant ce qui se passe sur Koursk. On nous vend ça comme un truc de dingue. Les Russes sont en train de taper soumis. Les Russes ont fait une campagne là, cette nuit euh, sur toute l'Ukraine. Mhm. Personne n'en parle. Enfin, je veux dire, on est dans un mensonge très très lourd pour continuer à faire admettre cette guerre et l'argent qu'elle nous coûte et cette hostilité rance, racie, indécrottable face à la Russie.
Et donc, en fait, le nouveau rideau de fer, quoi, qui est en train de vraiment d'être dressé. Oui, donc Donc, ça, Telegram il faut la est un outil gênant là-dedans. c'est un gros outil gênant. Et vous avez vu que le patron de Rumble aussi Oui. a annoncé que lui aussi, il avait été, comment dirais-je, prévenu, ou plutôt Bah, il a quitté le continent européen. menacé. Voilà, et que la France aussi lui en voulait, etc. Donc la France l'a agi clairement parce qu'on probablement lui a demandé de le faire. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est une décision vraiment de la justice française, là, parce qu'il était Non, sur le fichier des personnes recherchées, ou c'est beaucoup plus haut et politique? non, Et mais ça il n'y fait a pas pas de... Non, Macron. non. À ce niveau-là, je ne vois pas la justice française. Non, Moi non plus, je vous le dis. non. En revanche, voilà, oui, il s'agit, alors on l'accuse de tout, de pédophilie, de trucs. Et 20 ans de prison, il risque, hein. Voilà, bon, donc ça, c'est clairement, c'est des mesures d'intimidation. C'est éminemment politique. Bon, donc voilà, je sais pas je sais pas du tout d'ailleurs comment Et que ça. faisait-il en France? Vous avez une idée, vous, de pourquoi il s'est aventuré en France? Je n'en sais rien. Il y avait un mandat d'arrêt effectivement, Ouais. donc il le savait manifestement qu'il y avait un mandat d'arrêt. Il aimait la France, il aimait la Riviera évidemment, bon comme tous les milliardaires. Il aurait été piégé, des fausses garanties peut-être ou... Je n'en sais rien. Hmm, Franchement, je n'ai pas bizarre. d'éléments. Mais voilà, si Telegram disparaît aussi, si vous voulez, on est sous une chape là. Bah oui, c'est un point que je voulais aborder. Je voudrais qu'on parle de votre chaîne ensuite, mais ce dernier point, c'est en France toujours le débat politico-médiatique est d'une pauvreté et par ailleurs terrorisant à côté, parce qu'on n'a pas le droit de s'écarter. Vous en savez quelque chose, nous aussi. Alors je me souviens, moi j'étais en classe de terminale, au lycée, mais je me souviens très bien de la guerre de Serbie. Moi, je soutenais, j'étais contre l'OTAN, donc j'avais mis une petite cible sur ma fenêtre. Mais il y avait un débat. Même si la France était embarquée là-dedans, il y Ouais, avait Régis Debray, il y avait ouais. des voix. L'Irak 2003, on était du bon côté. Enfin, il y avait un débat, bien sûr. Puis plus on avance, moins il y en a de débats quand même. Même la Libye en 2011, il y avait quand même encore un débat. Bon, mais là, il n'y a plus rien du tout. Quoi. Que ce soit les partis au Parlement, ils sont alignés, que ce soit les médias encore plus. Enfin, c'est terrible. Il y a des chaînes info qui sont dans un délire total depuis 2 ans et demi là. Pour vous, à cause de quoi tout ça? Est-ce que c'est positivement parce que le peuple français est mieux informé grâce aux réseaux sociaux et donc il faut plus le mettre sous propagande? À la limite, ce serait presque positif. Ou est-ce que parce que les forces de résistance intellectuelle se sont effritées, quoi? Alors, les forces de résistance intellectuelle, sans doute, elles se sont effritées, oui. Maintenant, je pense que le problème, c'est que s'il y avait un débat, c'est prendre le risque de voir justement l'information filtrée, parce que tout le monde ne regarde pas Telegram non plus. Je veux dire, il Bien faut. sûr. Voilà, tout ça, c'est les gens qui s'intéressent, qui ont du temps, qui peuvent le faire, qui travaillent là-dessus, qui bon, le gros des populations. Donc le débat, ce serait le déballement, si vous voulez, le grand déballement. C'est Et là, ça. là, on risquerait de savoir tout un tas de choses ou de comprendre. Enfin, ce serait le décillement possible d'une population qui déjà se rend bien compte qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Voilà. Oui. Donc, elle s'en rend compte, donc certains vont plus loin, cherchent l'information, et elle n'est pas compliquée à trouver l'information. C'est aussi une chose que je veux dire, parce que moi, on m'accuse évidemment de tous les maux, d'être une agente, d'être ci, d'être ça. Enfin, c'est du grand guignol, hein, c'est du grand guignol. Mais c'est pas compliqué de savoir ce qui se passe, hein. Mais je crois que les gens savent que c'est du grand guignol, hein, vous savez. Oui, ben j'espère, parce que moi, ça commence à me. Vous avez raison de le dire, mais je crois que les gens sont prévenus de tout La ça. moutarde de temps en temps me monte au nez, parce que à ce niveau de malveillance et en plus de bêtises, c'est quand même très lourd. Donc de temps en temps, j'ai des petites bouffées hein, d'exaspération. Mais après, ça repasse. Non, mais vous avez raison, il faut dire les choses aussi. Je vois de temps en temps que vous mettez Mais, un tweet très mais clair et vous avez raison de le voilà. mettre. Donc moi, bon, je suis blacklistée. Si vous voulez, maintenant, je n'en ai cure parce que de toute façon,
façon, je trouve ça tellement lamentable, je trouve ça indigne, je trouve ça scandaleux vis-à-vis du peuple français, de le maintenir dans l'ignorance, de les prendre pour des imbéciles. Ils ne sont pas des imbéciles, les Français. Ils savent très bien qu'il y a on leur raconte des cracks, mais toute la journée. Donc, il est très facile. Alors, si on parle anglais, c'est évidemment encore beaucoup plus facile parce que la plupart, c'est l'ironie du sort, mais la plupart des informations, des suivis pro, enfin vraiment de qualité, faits par tout un tas d'experts, d'anciens, bon, ils sont souvent faits par des anglo-saxons, c'est-à-dire par des Britanniques et par beaucoup d'Américains. Je parle de sites, je parle de gens, je parle de canaux YouTube, je parle de, ou même pas YouTube d'ailleurs. Mais je Et, trouve même que leur presse est un peu plus ouverte que la nôtre, et hein. oui, alors elle est un peu plus ouverte et en même temps, il faut pas non plus, c'est-à-dire quand vous avez le New York Times ou le Washington Post ou d'autres, ou The Economist ou Foreign Affairs ou Foreign Policy qui sortent des articles soi-disant en révélant, en Hum, faisant fuiter des infos, etc. Tout ça, c'est-à-dire il y a beaucoup de grandes revues ou chaînes ou journaux qui sont des courroies de transmission de certaines parties de l'appareil américain, que ce soit le renseignement, que ce soit le Pentagone, que ce soit même la Maison-Blanche, que ce soit le département d'État, etc. Chacun a ses canaux de diffusion des choses. Donc, quand on veut que les trucs commencent à sortir, oui, c'est que ou c'est que, toujours il y a un truc derrière. voilà, ou que l'opinion comprenne certaines choses, bon, ou que certains secrets de polichinelle soient enfin éventés, n'est-ce pas? Ça se passe comme ça. Hum. Voilà. Bon, ceci dit, il y a quand même de l'info qui sort. En Mais il France, y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup en d'infos France, parce il y que a vraiment rien. en France, ben, c'est-à-dire qu'il y a presque plus de journalistes, c'est rarissime le journalisme d'investigation, il n'y en a plus, quoi. On n'investigue plus. On prend un camp, et généralement toujours le même, hein, parce que sinon on a des problèmes avec son matricule, et en tout cas sa fin de mois, et on fait ce qu'on vous dit, quoi. Mais vous savez, dans les Balkans, dont je me suis occupée, moi, quand j'ai commencé à travailler, donc dans les début des années 90, nous, on avait, là où je travaillais, on ne parlait pas avec les journalistes, on avait interdiction, etc. Mais un jour, j'ai eu l'occasion et la permission de parler avec un journaliste dont je tairai le nom, d'un grand quotidien français, et qui était très versé sur les Balkans. À l'époque, il traitait des Balkans, etc. Et moi, je lui ai dit, mais enfin, je ne comprends pas parce que entre ce que j'ai comme information dans l'endroit où je travaille et ce que je lis dans votre journal, il y a- enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on ne parle pas du même pays, quoi, ou Hum. pas de la même guerre, pas du même jour, enfin, je ne sais pas. Bon, il y a un truc, il y a une dissonance lourde. Et il me dit, mais oui, je comprends bien, je comprends bien, mais vous savez, on n'en est plus, et il m'a donné une leçon. Vous savez, on n'en est plus du tout à Joseph Kessel, hein, c'est un peu terminé, là, Albert Londres, tout ça, c'est fini. Les envoyés spéciaux sur les théâtres de guerre ne sont plus, là on est en 93, hein, ne sont plus des gens qui vont faire leur enquête, leur truc, etc., et puis qui envoient leur écriture, leur papier, leur truc par téléx, par machin, ou aujourd'hui même par ordinateur. C'était le tout début, 93. Mhm. Ça se passe pas du tout comme ça. Le matin, on prend notre téléphone, on appelle la rédaction et on a la ligne éditoriale. Bon. Et le scoop, c'est plus de dire un truc que personne ne sait, que personne n'a vu, n'a compris, une personne qu'on n'a pas rencontrée, que les autres ne connaissent pas. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est dans la ligne éditoriale, qui est elle-même éminemment politique, qui tient compte de tout un tas d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur ce territoire de guerre, théâtre de guerre. Dans cette ligne-là, d'en savoir un tout petit peu plus que les autres qui vont dire grosso modo la même chose, Dans la ligne. dans la ligne. La ligne est globale, elle est au-delà de celle d'un seul journal,
Voilà, Ah, c'est déjà le narratif, c'est les ancêtres du narratif, comme on c'est dit aujourd'hui. ça. Hein. Et ça, c'était en 93. Donc, ça a dû C'était en s'aggraver. 93. Et donc, notre job, c'est ça. Voilà, c'est tout. Bon. Oui, on imagine que ça s'est bien aggravé depuis. Voilà, et bon, ça, Non, mais c'est de toute intéressant. Bah, vous, il n'y a vous pas, faites justement. Oui, je vous en prie. il y a pas encore de très bons journalistes. Toute la profession, au contraire, il y a des gens très très bien encore. Mais ceux-là, ils vivent des temps difficiles, difficiles, parce qu'ils sont obligés d'être en dissonance totale entre, un, ce qu'ils ont appris à faire et ce qu'on leur demande de faire, et deux, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils savent, parce qu'ils ont recoupé, parce qu'à l'époque, c'était un vrai travail, et ce qu'on leur demande de ressucer de l'AFP, du machin, du truc, les sujets interdits, les invités interdits, les trucs. Et tout ça, après, ça pérore en des heures sur LCI en expliquant, soi-disant, ce qui se passe sur le théâtre ukrainien. Il y a eu récemment, là, sur Koursk, il y a eu un truc extraordinaire. Il y a eu une journaliste qui était envoyée spéciale Oui, et sur LCI. qui a osé dire des choses basiques, des choses évidentes, des choses de Oui. l'observation, des choses qu'on lui avait dites, que les forces ukrainiennes lui avaient dites, que des citoyens ukrainiens de la région de Kursk lui avaient dites, des trucs. Bon. Et là, il y a eu on lui a dit merci, merci. Il y Bon. a eu un embarras sur le plateau. Ah, mais non, mais Un voilà. silence gêné. Bon. Donc, on a un vrai problème. Je ne sais pas si on la verra encore beaucoup. Donc, J'espère, mais je ne suis pas certaine. alors vous faites justement, et on finira par là, vous faites le travail inverse, vous donnez de l'analyse sur votre chaîne YouTube Paix et Guerre. On la Oui, mettra en lien oui, sous la c'est gentil, vidéo, c'est volontiers. bien Mais sûr. écoutez, bon, c'est un petit canal. Bah, c'est quoi Euh, alors? Et Alors, il faut s'abonner, il faut que les gens s'abonnent, je le dis au passage. Alors, il faut s'abonner. On peut s'abonner tout simplement en mettant s'abonner et en S'abonner. mettant sa petite cloche. Et puis à l'intérieur de la chaîne, donc il y a des contenus que je Oui, fais chaque semaine. Et à l'intérieur, depuis cet été, j'ai créé un truc qui s'appelle le Cercle Paix et Guerre, qui est oui. là sur abonnement, mais très, très Mhm. modeste financièrement, où je propose d'autres contenus en plus, bah, parce que voilà, il faut que ça se développe, il faut que j'ai les moyens de le faire. Et pour l'instant, je ne les ai pas vraiment. Ça n'est que YouTube, hein, c'est pas, et je Et ça, parle les pas. gens ont l'info pour votre cercle, les gens ont l'info sur la chaîne, ils pourront Oui, s'abonner oui, aussi. tout est dessus. Il suffit d'aller D'accord. sur Paix et Guerre par Caroline Galtéros, ou Paix et Guerre même, On et on mettra en lien de toute façon sous la vidéo en fait description. volontiers. Donc ça, c'est simplement, moi je suis pas du tout une journaliste, j'ai jamais été journaliste de ma vie, j'ai été dans les médias, mais je ne suis pas journaliste, je suis analyste. Bon, Mhm. c'est ça qu'on m'accuse de tous les maux, parce qu'en fait, moi, je m'intéresse à toutes les informations de tous les bords, de tous les gens, pour essayer de comprendre. Donc, c'est une démarche un peu enfin, stricte. Mais tous les gens qui ont travaillé un peu comme moi dans des organismes d'État, etc., on a tous la même manière de réfléchir. Hein. Bon, on a été formés comme ça. C'est le complexe d'Obélix, on est tombé dedans. Bon, moi, très jeune, voilà. Donc, la potion magique de l'analyse sérieuse et pragmatique. Et donc, sur cette chaîne, j'essaie d'expliquer, de choisir. Donc, je fais des choix. C'est pour ça aussi que j'ai fait le cercle pour pouvoir faire d'autres choix, en parler de plus de choses. Je fais des choix sur ce qui se passe chaque semaine dans le monde, mais évidemment, là, il y a quand même deux théâtres de fond qui nous concernent assez directement, qui sont l'Ukraine et le Moyen-Orient. Donc, c'est vrai que c'est un peu, voilà, j'essaie de suivre un peu ce qui se passe et d'expliquer un peu le dessous des cartes selon moi. Ça n'est que, voilà, hein, c'est pas. On a beau m'appeler Madame Soleil, je ne suis pas Madame Soleil. Euh, et on le fait d'ailleurs méchamment de manière critique, mais voilà. Donc j'essaie d'expliquer chaque semaine à mes auditeurs, on est déjà 85 000, je crois. Donc Ouais, il y a un besoin, il y a manifestement un bien besoin. sûr. J'ai beaucoup hésité à faire ça, j'ai trop attendu, j'aurais dû le faire plus tôt, bon, bref. Mais je l'ai fait, voilà, ça y est, c'est parti. J'espère qu'on ne va pas me couper le sifflet, évidemment. J'espère qu'on ne va pas me trouver des algorithmes qui me rétrogradent au bout du bout de pur et faire. Non, mais non.
Bon, mais voilà, Ça passera bien, on en parlera. voilà, j'invite tout le monde à venir sur Payguerre et je vais lancer, je pense fin septembre, début octobre, des entretiens et j'espère que j'aurai le plaisir de vous avoir un jour Plaisir. avec voilà, un certain nombre de personnalités, d'experts, de toute nature, hein, pas seulement politique, Mhm. des gens qui connaissent certains sujets très bien, etc. Voilà. Donc, Très bien. Eh ben, longue vie à voilà, paix et guerre. ça se développe, gentiment, mais sûr. Ben, ça va se C'est développer gentil. encore plus. En tout Merci. cas, Merci je beaucoup. vous incite tous à aller vous abonner. Il faut toujours s'abonner au contenu de qualité et aider Voilà. la chaîne et aider le cercle par ailleurs. Enfin, vous trouverez tout ça. Moi, je suis allé voir une de vos vidéos récentes hier et c'est effectivement de très grande qualité. Voilà. Bah, écoutez, on arrive au terme de cet entretien. Un grand merci, chère Caroline Galacteros. C'était une première sur cette chaîne. Donc, je pense que ce sera très apprécié. Et puis, nous suivrons avec intérêt toutes vos analyses, bien évidemment. Et puis, peut-être un jour sur votre chaîne ou ici, vous êtes la bienvenue quand vous voulez. On reprendra le dialogue sur cette crise et sur les autres. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Bonne merci Florent. journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, je suis très heureux d'avoir reçu pour la première fois sur cette chaîne Caroline Galacteros, qui est vraiment connue, et ça s'est démontré encore dans cet entretien, pour la finesse, la justesse de ses analyses géopolitiques. Ici, nous avons parlé bien sûr de l'Ukraine, de la Russie, de l'OTAN, de l'Union européenne. Il faut quitter toutes les deux, mais également, vous avez vu de la politique américaine, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, beaucoup, de la qualité très faible du débat politique, médiatique français et de ce qu'il faut faire. Cet entretien, je le juge très important. Merci de le partager. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner. En dessous, c'est un clic gratuit pour vous. Vous êtes abonné ou réabonné à la chaîne et hop, les vidéos circulent mieux, plus facilement. Merci pour cela. Merci à vous. Et puis, vous savez, là, on parle de paix et de guerre, de sujets sérieux. Macron qui nous entraîne vers sa guerre contre la Russie, c'est une folie. Qui nous fait dilapider des milliards, c'est une folie, sans débat, sans autorisation. C'est un motif parmi tant d'autres de destitution. Et pour la première fois, une motion parlementaire arrive, déclenchant l'article 68 de la Constitution pour sa destitution au Parlement français. Il faut que nous fassions une pression sur chaque député, chaque parti. Et c'est pour ça que les patriotes prennent leurs responsabilités et vous appellent à descendre massivement dans la rue. La grande manif nationale pour la destitution de Macron, c'est ce samedi 31 août. Rendez-vous à Paris, 15h, place d'Enfer Rochereau. Vous avez bien noté. Faites savoir, ramenez du monde, organisez-vous. Il va y avoir un monde fou. Ramenez les drapeaux français si vous le pouvez. Je vous attends. C'est parfaitement sécurisé, ouvert à tous, comme vous le savez. Je vous attends très nombreux. 31 août ce samedi, 15h, place d'Enfer Rochereau à Paris. La veille, le vendredi 30 août à 19h, on est en direct sur cette chaîne, soyez là. Hein. Toutes vos questions en direct, sans tabou, vous le savez. Mais alors, il y a une actualité. Pavel Durov, la situation française, le gouvernement, la situation internationale, l'Union européenne, le Frexit, tout ça, l'élection américaine, bref, soyez là. Je prendrai toutes vos questions que j'ai couvrir en direct à 19h sur cette chaîne, en direct, notre grand direct ce vendredi 30 août, bien sûr. Et puis les assises de la souveraineté, c'est toujours ouvert pour s'inscrire, c'est le 14 septembre. C'est le plus grand événement souverainiste jamais organisé en France. Le lien pour s'inscrire est sous la vidéo en description, vous le savez, comme la pétition destitution, d'ailleurs, que vous pouvez signer et relayer. Et ce qui couronne tout ça, c'est que je vous attends, patriotes, j'ai besoin de vous. Voilà. Il y a des gens qui ont envie de s'engager pour la paix, sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, pour notre indépendance, nos libertés, nos enfants, notre pays qu'on aime, notre humanité, qu'on veut redresser, on veut être heureux, on veut un avenir, qui veut se battre pour la destitution aussi, qui veulent nous soutenir dans toutes nos actions, les plaintes contre Ursula, les manifs, destitutions, les assises de la souveraineté et tout le reste. Alors adhérez dès aujourd'hui, je vous attends, vous serez bienvenus, vous serez bien accueillis, ou réadhérez si vous n'êtes plus à jour, vous faites un don au mouvement pour nous aider à financer tout ça. On n'a pas un centime d'aide publique ni d'aide des banques, on n'a rien de rien, si ce n'est adhérents, réadhérents et donateurs, ce qui est une richesse extraordinaire de cœur, d'expérience, d'action et de rassemblement. Vous choisissez votre degré d'engagement, vous êtes le bienvenu en tout cas. Comment on fait pour adhérer, réadhérer? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Dès maintenant, ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Choisissez faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous les liens sont par ailleurs sur notre site, les-patriotes.fr et tout est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Ça fait baisser massivement vos impôts que d'adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. Profitez-en. Donnez pas ça à n'importe qui, au gouvernement qui en fera n'importe quoi. Bienvenue en tout cas et bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!